Du coup, je vais laisser la parole à Anne Devrez, qui est présidente du CNPE, le Conseil national pour la protection de l'enfance, pour cette transition avant la deuxième table ronde. Merci beaucoup, Anne, de votre présence. Merci à vous. Comme j'ai que quelques minutes, je choisis de revenir sur la crise, mais surtout d'essayer de vous convaincre qu'il est possible d'agir, parce qu'on est un peu plombé par un espèce de sentiment d'impuissance. Et du côté du Conseil national de la protection de l'enfance, on se bat beaucoup pour dire qu'il y a des choses possibles. Alors peut-être un mot du CNPE, puisque Jeanne me l'a demandé. La force du CNPE, c'est la diversité de ses acteurs. Je suis ravie de pouvoir en dire un mot, puisque vous savez qu'il est menacé, comme d'autres, et on regardera avec attention ce que seront les débats parlementaires demain à l'occasion de l'examen du projet de loi de simplification. Dans le CNPE, on retrouve tous les acteurs de la protection de l'enfance, les institutionnels, les administrations centrales, les élus de département, le GIP France Enfance Protégée, le défenseur des enfants, mais aussi les acteurs de première ligne, tous les réseaux professionnels, les sociétés savantes, qu'il s'agisse des médecins, des magistrats, des avocats, des travailleurs sociaux, directeurs enfance-famille, les associations gestionnaires associatives ou publiques avec le GEPSO et les premiers concernés, des réseaux très puissants au sein du Conseil, avec les enfants protégés eux-mêmes, un collège des enfants depuis peu de temps, les anciens de l'aide sociale à l'enfance, les représentants des familles. Tout notre enjeu, c'est de rassembler et de fédérer, c'est de montrer que dans un contexte de fort clivage sur les sujets qui nous animent, il est tout à fait possible de rassembler, de fédérer, même si ça dérange, de laisser penser qu'il y a des choses possibles et qu'avec un minimum de volonté politique, on pourrait agir. Tous, indépendamment de leurs appartenances, métiers, politiques, conviennent de la gravité de la situation au sein du Conseil national de la protection de l'enfance. Qu'il s'agisse de la saturation des dispositifs, on en a parlé, du sentiment de disqualification extrêmement puissant des professionnels avec la crise des recrutements, de l'attractivité des métiers, mais aussi la très forte souffrance des professionnels concernés, moins disponibles pour les enfants. Alors le risque de cette crise qui est multifactorielle, on n'a pas le temps d'y revenir, mais on a fait tout un travail au Conseil national de la protection de l'enfance pour essayer de comprendre ce qui était en train de nous arriver, puisqu'on nous dit souvent qu'on est en crise permanente, mais on reconnaît là une dimension assez inédite de cette crise avec une conjonction de facteurs de crise qu'on a rarement connue au-delà de la difficulté de cette mission, qui est consubstantielle à l'aide sociale à l'enfance. Donc le risque de cette situation très dégradée, il est d'abord pour les enfants, bien entendu. Emma l'a rappelé, les premiers concernés avec une difficulté à répondre à leurs besoins fondamentaux dans ce contexte qu'on connaît. Mais c'est aussi une autre, et ça on s'y est beaucoup attaché au Conseil national de la protection de l'enfance, un autre risque, une autre menace, c'est que finalement soient stoppées toutes ces avancées qui étaient à l'œuvre depuis si peu de temps et qui, ça vient d'être dit, peinent à se traduire concrètement finalement dans le quotidien des enfants, dans le quotidien des services. La crise et l'absence de réponse face à la crise, surtout, sont aussi une menace pour ce mouvement très fort qui a été amorcé depuis une petite dizaine d'années de recentrage sur les besoins de l'enfant, largement nourri des recherches, des appuis scientifiques, c'est récent dans notre secteur, mais aussi évidemment de la prise de parole des premiers concernés, on le sait, ça a été ça les deux vecteurs d'avancée des lois récentes, et le risque est gros aujourd'hui que ce mouvement-là, cette dynamique-là, soit véritablement entravée, voire même sur certains sujets qu'on puisse reculer. Mais je le disais, ce qui est presque le plus ennuyeux, c'est que du point de vue des premiers concernés, les acteurs, les enfants eux-mêmes, dans le collège des enfants, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il est possible de faire. Il est possible d'agir. Des mesures immédiates, finalement assez simples, à la main de l'État pour un bon nombre d'entre elles, qui sont bien connues. Je précise d'ailleurs que les alertes qui ont été faites par le Conseil national de la protection de l'enfance remontent maintenant à l'automne
2023, septembre 2023, c'est important de le préciser, des alertes et des propositions qui ont été rendues dès le mois d'octobre, après l'alerte de septembre, avec des choses très concrètes à mettre en place, qui ont été reprises, complétées, précisées ensuite dans tous les rapports dont vous avez fait mention tout à l'heure, le CESE, le Défenseur des droits, enfin, il y a eu énormément de matière. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, avec un petit peu de volonté politique, il y a des choses qui sont assez simples à faire. Il n'y a pas que des choses simples à faire en protection de l'enfance pour améliorer les sujets et le sort des enfants concernés, mais il y en a un certain nombre qui sont assez simples à faire. Je ne pourrais pas en citer de nombreuses, donc je vais retenir un point qui a été évoqué, la sécurisation du statut des administrateurs ad hoc. Franchement, c'est quelque chose de simple à faire, et pourtant, alors même que c'était au cœur d'un certain nombre des propositions du CNPE depuis l'appel au plan Marshall pour la protection de l'enfance, donc octobre 2023, le CNPE a dû bloquer un projet de décret l'année dernière qui dégradait encore davantage la situation en rabaissant l'âge possible d'identification des administrateurs ad hoc et de mandatement des administrateurs ad hoc sans la dimension qui vient d'être évoquée de formation et de sécurisation de leur statut. Alors que c'est quelque chose sur lequel voilà, les choses sont prêtes. Hein. Des groupes travaillent depuis déjà maintenant 1 ou 2 années sur le sujet. L'autre point qu'on connaît tous, c'est la question de la généralisation des parcours de santé coordonnés. Je sais que c'est un point qui est très, très soutenu par le GEPSO. Et c'est un levier considérable d'amélioration des parcours des enfants au-delà de la seule dimension de la santé. On sait que le levier de santé, alors qu'il y a quelques années il était ignoré, c'est aujourd'hui un vrai facteur d'amélioration du bien-être des enfants au-delà de la seule question de l'accès aux soins. On pourrait aussi évoquer les interventions de TISF qu'il faudrait renforcer dès la période périnatale, alors que les lignes manifestement consacrées à l'intervention des travailleuses familiales, je vais dire ça, ont plutôt diminué du côté des lignes de contrats de gestion de la CAF. Donc il y a tout un tas de propositions que vous retrouverez si vous lisez à nouveau le plan Marshall pour la protection de l'enfance, qui sont tout à fait possibles à mettre en œuvre sans délai. Et puis il y a des chantiers structurels dans des sujets très compliqués qui sera beaucoup plus difficile de mener, pour lesquels il faudra du courage, mais qu'il faut absolument ouvrir. Celui de la question des taux d'encadrement, on l'a évoqué, de l'attractivité des métiers plus largement, mais aussi celui du financement, j'évoque parce qu'on n'en a pas parlé encore, du financement de la protection de l'enfance. J'ai vu que plusieurs élus, depuis qu'on lève ce sujet au CNPE, se sont emparés de la question avec cette perspective aujourd'hui peut-être d'un financement socle qui soit adossé à des critères objectifs populationnels pour la mise en œuvre des missions de protection de l'enfance et que, comme vous le savez, la dynamique de la politique publique de protection de l'enfance d'un territoire ne dépend pas seulement du nombre de transactions immobilières et des recettes fiscales associées aux transactions immobilières qui se tiennent sur un territoire, ce qui, vous en conviendrez, est quand même un scandale citoyen. Donc, il est possible d'agir. Les propositions sont sur la table, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, je voudrais terminer avec quelques préoccupations, là, au moment où on se voit dans ce colloque. La première, c'est le fait que ces alertes, elles sont anciennes, alors même qu'un certain nombre de propositions étaient là. Personne n'évoque le fait de les mettre tout en œuvre en même temps, mais il se trouve que quand on regarde bien, il s'est finalement plus rien passé depuis près de 2 ans aujourd'hui dans le secteur de la politique publique de protection de l'enfance. Alors on en a beaucoup parlé, plus que jamais, mais concrètement, dans les faits, peu d'actions concrètes, comme si finalement les enjeux de com à occuper l'espace sur ces questions l'emportaient sur la nécessité à agir. Et vous avez évoqué, Madame la sénatrice, la dimension pluriannuelle du temps nécessaire pour agir. Sauf qu'à un moment donné, même dans la pluriannualité, il faut commencer et ouvrir les chantiers. Ça, c'est un premier point qui est très important, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment de grande communication, de profond clivage sur ces sujets, et ça, c'est une préoccupation parce qu'il y a des choses à faire. Je n'ai même pas évoqué la question du pécule, que certains touchent, d'autres pas. Enfin, il y a vraiment des choses à régler de manière urgente. La deuxième préoccupation, c'est cette question d'une contrainte budgétaire qui ne permettrait pas d'agir. Enfin, voilà. Or, il se trouve qu'au CNPE, ce n'est pas un lieu de lanceurs d'alerte. On a beaucoup de responsables extrêmement conscients de ces contraintes budgétaires, très responsables. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de minimiser ce sujet.
Pourtant, vous admettrez qu'il est quand même très embêtant de se dire qu'on n'agit pas pour les enfants au nom de ces principes de régulation des finances de l'État, dans la mesure où tout le monde sait aujourd'hui, si on voulait l'ignorer il y a encore quelque temps, que c'est le fait de ne pas prendre soin des enfants qui coûte une fortune à la société française. Aujourd'hui, ces questions sont documentées. On sait que ne pas agir et ne pas prendre soin des enfants, c'est le Lancet qui le dit il y a 2 ans, c'était 34 milliards d'euros que ça coûtait à la société française aujourd'hui. Vous concevrez que dans ces conditions-là, on s'y perd un petit peu. Alors oui, manifestement, les enfants ne sont jamais au cœur des arbitrages favorables en matière de finances publiques dans les votes de loi budgétaires, ça c'est clair. Et très récemment, puisque vous y faisiez référence, je l'évoque quand même, parce qu'on nous annonce une CMP début mai, le 6 mai, je crois, pour le vote d'une loi dite de restauration de l'autorité judiciaire. En fait, un acte 10, 15, 20 de la réforme de l'ordonnance 45 et maintenant du Code de la justice pénale des mineurs, une loi qui s'apprête à être votée, qui a été votée au Sénat, ici même, contre l'avis de la Commission des lois, dont tous les experts s'accordent à dire qu'elle sera inefficace, autrement dit qu'elle ne pourra pas faire baisser la délinquance des mineurs, voire même elle pourrait l'aggraver, et qu'elle coûtera une fortune. Tout le monde sait ici combien ça coûte. Les mesures qui sont dans ce projet de loi, tiens, bizarrement, là, subitement, on a retrouvé de l'argent. C'est stupéfiant, irrationnel et consternant. Et puis, dernier point de préoccupation peut-être, et c'est un sujet délicat parce que c'est un sujet qui nous anime là au Conseil national de la protection de l'enfance, mais plutôt à bas bruit. On voit ressurgir des discours un peu simples sur des réponses évidentes pour les enfants les plus vulnérables, ceux de la protection de l'enfance, avec une survalorisation de la dimension familiale, comme si ces familles étaient naturellement bonnes. Alors pour tous ceux qui, comme moi, et beaucoup autour de la table depuis des années, se battent pour mieux prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants, et notamment le méta-besoin de sécurité, qui se battent pour qu'effectivement, on admette enfin que les professionnels doivent s'engager affectivement dans la relation avec les enfants et qu'ils ont besoin de liens affectifs d'autre nature. Pierre Nab faisait référence au parrainage, à l'accueil durable et bénévole. Et que timidement, on commence à avancer sur ces sujets-là d'une manière de plus en plus inscrite, qualifiée pour les enfants. Je peux vous dire qu'on est quelques-uns à frémir quand on voit les espèces d'annonces dans lesquelles on est, suivant lesquelles l'adoption finalement serait la réponse évidemment la plus intéressante pour à la fois répondre aux besoins des enfants, faire des économies et pallier le manque de place dans les établissements. Évidemment que nous nous sommes tous battus ici dans les assemblées depuis 2 lois pour sécuriser l'adoption simple, pour concevoir la possibilité d'avoir des projets durables, des vrais projets de vie pour les enfants. Mais faisons très attention que des déclarations politiques très simplistes ne ruinent pas les efforts qui sont faits par les équipes sur ces sujets d'une très 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 grande finesse pour les enfants que sont les projets de vie et les questions de filiation quand effectivement on a affaire à des enfants en danger, très vulnérables et maltraités. Merci beaucoup. Je laisse la parole, Madame la sénatrice. Je me permets de reprendre la parole juste une petite seconde pour indiquer justement, suite à vos propos, que ma collègue Laurence Harribey, qui est du département de la Gironde, un département qui travaille beaucoup aussi sur les aspects prévention, aide à la parentalité, est présente, ainsi que le président du groupe socialiste du Sénat, qui peut-être qu'ils ont une seconde pour dire quelque chose entre nos 2 tables rondes et nos débats. Voilà, c'est mieux. Non, mais je voudrais réagir au propos de Anne Devresque, que je connais bien pour l'avoir eue comme collaboratrice au département du Nord. Moi, je voudrais vraiment un mot. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, mais néanmoins, les conclusions de Mme Devresque sur la loi Attal, non seulement on les partage, mais en plus on va les accompagner sûrement par un recours devant le Conseil constitutionnel que nous porterons tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Ce qui est très grave, c'est que les enfants aujourd'hui
dans le climat actuel extrêmement malsain que nous connaissons, nauséabond dans notre pays, deviennent finalement des variables d'ajustement pour des ambitions politiques. Et j'ai bien entendu M. Attal hier évoquer son combat contre l'extrême droite, mais la loi Attal, c'est une loi d'extrême droite. Enfin, je pèse mes mots, excusez-moi si j'en choque ici. Et le colloque qui est le nôtre ce soir s'inscrit dans ce climat extrêmement défavorable. Et la question financière, finalement, n'est que la conséquence de ce climat défavorable. L'enfance n'étant plus considérée comme une priorité absolue, y compris dans les budgets des départements. Enfin, j'ai été président de département, je côtoie mes collègues, mes anciens collègues, et je vois bien qu'aujourd'hui, ils sont eux-mêmes les variables d'ajustement de l'incurie budgétaire à un niveau supérieur. Donc on a là un jeu de domino qui est extrêmement dangereux, et au bout de la chaîne, on a les plus fragiles, voilà, qui sont considérés comme quelque chose de non prioritaire. Donc pour nous, parlementaires, je salue Marion, Laurence, Harribey, je ne sais pas si Laurence Rossignol est dans la salle, mais pour nous, parlementaires, on doit être là aussi des lanceurs d'alerte. Alors, vous avez compris qu'au Sénat, nous n'étions pas majoritaires. C'est une position que la gauche connaît assez régulièrement dans cette noble assemblée. Mais on peut porter une parole. On peut porter une parole, et nous le faisons, y compris au travers de l'organisation de cette manifestation de ce soir. Donc voilà, nous sommes preneurs, je n'ai pas encore lu le rapport, je veux le lire avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas si l'ADF a été très consultée dans l'élaboration de ce rapport, l'Assemblée des départements de France. Il y a toute sensibilité aussi au sein de l'ADF. Et la fausse solution qui commence à courir, à savoir la recentralisation de l'aide à l'enfance. Je dis bien la fausse solution, ne ferait qu'aggraver la situation. Enfin, je vous le dis comme je le pense. Je ne dis pas que la situation est bonne aujourd'hui. Votre rapport doit le signaler potentiellement. Mais faire revenir cette compétence dans de nouvelles DAS, dans un fantasme exprimé par des centralisateurs qui finalement n'auraient rien compris. Donc il faut donner plus de moyens au plan local. Et ça, c'est une priorité politique. Comptez sur nous, en tout cas pour ceux qui sont ici présents. Je n'ai pas vu d'autres collègues, d'autres sensibilités. Comptez sur nous pour accompagner le mouvement que vous initiez peut-être ce soir. Une forme de serment que nous pouvons passer devant vous. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Éric Delmar avant de passer à la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Je crois que c'était... Oui, juste un petit mot, parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Donc il se trouve que j'étais chef de file pour notre groupe de la fameuse PPL Attal, et que je suis rapporteur du budget à la commission des lois de la PJJ. Donc ce que vous avez dit est tout à fait exact. C'est une loi qui est une loi contre laquelle on s'est complètement battu. Marion était aussi présente. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, elle a été portée par des gens qui ne connaissent absolument rien au secteur et qui confondent, enfin qui visiblement ne connaissaient même pas et ne maîtrisaient pas la réforme du code pénal des mineurs avec la mise en place de l'audience, des deux audiences, audience de culpabilité, audience de sanction, et on a l'impression qu'ils découvraient même la possibilité d'une audience unique, et qu'ils ne réagissaient que par des mesures symboliques qui n'en sont pas, et qui sont particulièrement graves. Donc on a vraiment été face à une difficulté. Vous l'avez justement dit, la commission des lois avait nettoyé ce texte, comme ça s'était passé d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et puis c'est la séance publique qui a rétabli un certain nombre de mesures, parce que tout d'un coup il y a eu une entreprise politicienne, alors que sur le droit ça ne tenait pas. Donc on va en effet, parce que indépendamment du fait que c'est une loi qui va coûter très cher, comme vous le disiez justement,
c'est une loi qui est anticonstitutionnelle parce qu'elle remet en principe les principes de la justice des mineurs en France, et notamment la question de la prise en compte de l'atténuation de la minorité, mais aussi la justice spécifique pour les mineurs qui est remise en cause par ce texte. Donc on va faire un recours au Conseil constitutionnel. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense qu'il y a des chances d'aboutir. Et le rapporteur, qui est avocat de profession et qui n'est pas de gauche, est assez clair là-dessus. Sur ce que j'ai entendu en arrivant à votre colloque, moi, ce que je pense, et pour travailler beaucoup avec la vice-présidente du conseil départemental de Gironde qui a en charge ce dossier, c'est que je crois vraiment que la protection de l'enfance est un peu à la croisée des chemins. Et que de la même manière que ce qu'on voit avec l'approche justice des mineurs, on a quelque part un changement de référentiel, un système d'acteurs c'était très positif de votre part de dire il y a des choses qui peuvent se faire, et je crois que le rôle de colloques comme cela, c'est en effet de mettre en avant ce qui peut être fait et les solutions, parce qu'il est absolument indispensable que les acteurs du secteur donnent des solutions et ne laissent pas croire que c'est simplement en changeant la loi qu'on va résoudre le problème. Et ce que je pense, et je suis d'accord avec Patrick là-dessus, il est fondamental que les départements soient dans la boucle et qu'on travaille avec les départements, parce que c'est quand même les départements qui ont un certain nombre de réponses si on ne veut pas tomber dans la mauvaise solution de la recentralisation de la protection de l'enfance. Voilà ce que moi, mes premières impressions. Et je voudrais vous dire, parce que ça fera plaisir à Marion, qu'on a terminé par l'explication de vote sur la PPL Attal, en redemandant encore une fois la création d'une délégation aux droits de l'enfant au sein du Sénat, parce que je pense que si on avait un vrai travail de fond, je sais que c'est un projet qui lui tient à cœur, à Marion, et en tout cas, nous, on ne lâchera pas là-dessus. Voilà. Juste un mot, alors merci à la fois de ces précisions et de la proposition de loi qui m'a été communiquée, puisque le CNPE appelle depuis un certain nombre d'années maintenant à ce qu'au Sénat, y compris, il y ait une délégation des droits de l'enfant. Et vous dire à quel point c'est important ce que vous dites autour du fait qu'il est possible de fédérer sur ces sujets pourvu que les parlementaires soient avertis et d'une manière générale, les acteurs soient avertis. Et au CNPE, tout l'enjeu de notre intervention, c'est de fédérer. Je peux vous dire qu'on a des élus de toute appartenance politique qui sont tout à fait capables de s'entendre dans une forme d'engagement qui dépasse ces clivages dans cette cause toute particulière qui est celle de la protection des enfants, dans laquelle j'engage évidemment tous les sujets de protection des enfants en conflit avec la loi et de protection judiciaire de la jeunesse. Donc vraiment... il nous semble que c'est possible, on en a échangé, d'avoir une dimension pluriannuelle et transpartisane pour défendre les sujets qui nous occupent. Oui, il faudrait juste revenir sur des propos précédents. Alors, j'aborderai tout à l'heure la question du continuum de violence et sur ce qui vient d'être abordé, mais je trouve que c'est assez parlant, en fait, la séance à laquelle on vient d'assister. Nous avons 3 personnes qualifiées. Nous avons Pierre Nave, ancien inspecteur général. Nous avons Guillaume Albert, ancien président de l'administration ad hoc. Nous avons la présidente du CNPE, qui ont tous abordé à justesse l'enjeu des administrateurs ad hoc sur la prise en compte de la parole des enfants, notamment, et dans la loi de 2022, notamment pour les enfants dits non discernants. Et voilà 3 personnes totalement qualifiés, qui ont travaillé, qui sont capables de dire voilà ce qu'apporte le savoir, et en face, nous avons une invisibilité totale, une écoute totalement absente de la part du gouvernement sur la protection de l'enfance et sur la prise en compte de la parole de l'enfant. Ça montre que la protection de l'enfance n'est pas une priorité en matière de politique publique. Voilà. L'administrateur ad hoc a été nommé 3 fois, et
j'ai 2-3 alertes. Je fais dans 2-3 départements par semaine. J'étais à Valence, dans la Drôme, j'étais à Lille, etc. Là, partout où je vais, il n'y a pas un administrateur ad hoc qui me dit « j'ai plus de moyens, on sucre mes subventions, je ne pars pas en formation et je suis un bénévole à temps plein ». Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième table ronde. Thomas, oui, toi la main. On va commencer. Je vais d'abord laisser les 3 intervenants se présenter et présenter leur association, établissement respectif. Et puis après, je vous poserai la fameuse question de démarrage. Et après, on aura une bonne demi-heure, voire plus, de questions-réponses, notamment avec la salle. Donc, Florine, à toi l'honneur. Merci Thomas, bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, merci au GEPSO pour son invitation. Donc voilà, je me présente, je suis Florine Pruchon, je suis la responsable du pôle plaidoyer de SOS Village d'Enfants France. Et dans le cadre de mes missions, je coordonne 2 réseaux dans lesquels le GEPSO est très impliqué, à savoir le réseau Cause Majeure, qui est un réseau de plaidoyer de défense des droits des jeunes majeurs, accompagné par la protection de l'enfance, et la Dynamique pour les droits des enfants, qui est aussi un réseau interassociatif qui rassemble une 30aine d'associations pour la défense des droits des enfants en France et dans la politique internationale de la France. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation, merci Thomas pour l'organisation de ce magnifique colloque. Navré d'avoir raté la première partie, mais je suis convaincue que c'était pertinent. Pour ma part, je suis Rania Kissi, je suis juriste et cofondatrice du comité de vigilance des anciens enfants placés et par conséquent aussi une ancienne enfant placée. Voilà, globalement pour une présentation très rapide, mais je pense qu'on reviendra plus en détail sur le comité entre autres. Bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs. Grand merci au GEPSO et à Marion Canales pour leur invitation. Je suis Pierre Sartou, le directeur général de la CNAP. On est un peu l'alter ego du GEPSO, mais pour le champ associatif. Alors, la fameuse question, du coup, donc, en quoi, vous avez pu forcément lire ce rapport, je sais, en détail, vous étiez très intéressés, en quoi les propositions de réforme du secteur qui ont pu être faites dans ce rapport, mais dans d'autres rapports en général, les différents éléments qui ont pu être dits d'ailleurs au début de ce colloque, vous apparaissent aujourd'hui comme étant indispensables. Et plus globalement, quelles sont vos conclusions, vos visions et vos propositions pour améliorer la situation en protection de l'enfance aujourd'hui et globalement remettre une dynamique positive dans le secteur? Je ne sais pas qui veut commencer parmi vous. On peut refaire comme ça en progressif. Donc Florine, si tu veux commencer. J'ai l'honneur de démarrer alors. Donc c'est une grande question sur laquelle on pourrait échanger pendant quand même des heures. Donc j'ai choisi de caler mes propos sur 3 points. Donc par rapport aux organismes que je représente aujourd'hui. C'est tout d'abord le premier point que tu évoquais, Emma, tout à l'heure, la question de l'accompagnement des jeunes majeurs après 18 ans aujourd'hui. En effet, lorsqu'on a décidé de créer Cause Majeure en 2019, c'était notamment parce que nous voulions interpeller les décideurs publics sur la situation des jeunes majeurs qui n'était plus acceptable. Tu l'as évoqué tout à l'heure. En effet, aujourd'hui, la loi dite loi Taquet du 7 février 2022 dit que les jeunes devraient être accompagnés jusqu'à 21 ans. Notre dernière enquête montre, qu'on a publiée en février dernier, que ces jeunes en fait, sont en moyenne accompagnés 21 mois. Donc on est environ sur 19 ans et 9 mois. Donc là, on voit qu'il y a aussi un véritable enjeu à mieux accompagner ces jeunes. Et alors qu'ils comptent parmi les plus vulnérables aujourd'hui, ces jeunes sont victimes d'une véritable injonction à l'autonomie. Au moment de leur passage à la majorité, ils font face à de nombreuses difficultés, que ce soit trouver un logement, choisir une voie professionnelle, choisie. Ils font face également, on l'a évoqué tout à l'heure, sur des différentes ruptures brutales de parcours en protection de l'enfance et des ruptures de liens éducatifs et affectifs. Donc pour nous, c'est vraiment un des champs sur lesquels il faut investir, c'est-à-dire mieux accompagner ces jeunes. Et pour ça, Cause Majeure, puisque tu as regroupé les 2 questions, propose des recommandations qui sont à la fois mettre en œuvre la loi, et ça on le retrouve dans le rapport, la loi du 7 février 2022, accompagner tous ces jeunes, en faire un droit opposable en tant que tel, et voire même, nous, Cause Majeure, on porte le fait d'aller plus loin et d'accompagner ces jeunes jusqu'à 25 ans. Le deuxième point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était le fait de repositionner également la protection de l'enfance dans l'enjeu des politiques publiques de manière plus globale. En effet, à SOS Village d'Enfants, comme dans les réseaux que nous coordonnons, nous défendons l'importance d'apporter une approche par les droits en protection de l'enfance, en complémentarité avec l'approche des besoins qu'on a évoquée tout à l'heure, mais de bien repartir et de citer aussi à chaque fois ce texte international qui est primordial pour nous, à savoir la Convention internationale des droits de l'enfant.
et de rappeler également les lignes directrices des Nations Unies de 2019 sur la protection de l'enfance et qui insistent sur ces principes de nécessité et d'adéquation quand on parle de protection de l'enfance. Cependant, aujourd'hui, on ne peut que regretter que l'enfance ne soit pas vue comme une priorité politique, bien qu'Emmanuel Macron s'y soit engagé en 2022 dans le débat de l'entre-deux tours. En effet, à ce jour, on n'a toujours pas de stratégie globale et cohérente pour l'enfance, alors que l'Union européenne nous encourage à aller dans ce sens, le Comité des droits des enfants des Nations Unies également. La suppression du ministère de l'Enfance en décembre 2023 n'est qu'un triste signal qui va aussi en ce sens. Et aujourd'hui, on en est parlé avec Thomas en préparant cet échange, on est aussi par rapport à des politiques de l'enfance de manière plus globale qui sont beaucoup plus morcelées. On prend l'enfant en tant qu'élève, l'enfant en tant que délinquant, on en parlait tout à l'heure, l'enfant en tant que placé, mais on n'a pas cette vision globale de l'enfant dans la société. Et pour nous, ça serait ça qui serait important de repenser, à penser l'enfant dans la société en tant que tel et adopter une stratégie globale et cohérente pour l'enfance. Tout à l'heure, on l'a évoqué aussi dans les échanges, ce qui nous semble important avec cette stratégie, c'est d'avoir aussi un plan d'action pluriannuel qui puisse être accompagné d'une loi de programmation dans la durée sur les politiques de l'enfance. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder, et ça rejoint encore ce que tu disais, Emma, tout à l'heure, c'est la question de la parole de l'enfant et de la participation de l'enfant aux décisions qui le concernent. Aujourd'hui, on n'écoute pas assez les enfants. Vous l'avez bien développé dans le rapport et on ne peut que partager ce constat-là. Pour moi, il y a la nécessité vraiment de prendre davantage en compte leurs paroles et de les associer aux décisions qui les concernent. Les enfants ont un savoir unique qui s'appuie sur leur vécu et leur expérience du quotidien. Et ils ont le droit de voir leur opinion prise en compte dans les décisions qui les concernent, y compris politiques. Pour terminer, au nom de la dynamique pour les droits des enfants sur les enjeux de gouvernance, nous ne pouvons que appuyer les propositions formulées par les sénateurs présents, à savoir de créer cette délégation parlementaire aux droits des enfants au Sénat. C'est quelque chose que nous soutenons et nous espérons qu'elle verra le jour prochainement sur ces éléments-là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question en couplant les deux questions que tu nous avais envoyées. Oui, de toute façon, c'était très bien. Et du coup, Rania, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question très fourre-tout Non, une question notamment super importante. Tout d'abord, moi, je voulais vous remercier parce que vous êtes un des premiers rapports à avoir pris en compte la parole des premiers concernés et fait avec les premiers concernés. Et je voudrais citer ici Mamidi, qui, je sais, a travaillé sur ce rapport. Et c'est aussi un peu le but qu'on a au comité, c'est à chaque fois que vous faites sans les premiers concernés, c'est-à-dire, en l'occurrence, les enfants placés, vous faites contre nous. Et c'est super important parce que vous avez su le faire. Nous, on a tendance à dire qu'on en a marre des rapports parce que c'est faux de dire qu'on n'a pas de chiffres sur la protection de l'enfance, c'est faux de dire qu'on n'a pas de rapport, on en a depuis assez longtemps. Le seul problème, c'est que ce n'est pas pris en compte. Je sais que l'institution du défenseur de droits a travaillé sur le sujet, que le Conseil économique, environnemental et sociétal a travaillé sur le sujet. Donc, mais à chaque fois, en fait, ça a été fait, mais sans les premiers concernés, c'est-à-dire les enfants placés. Donc, en ce sens, merci. Et je pense que c'est important aussi de le souligner de manière publique. Moi, je me joins aux propos qui ont été dits, c'est celui de se dire qu'on ne considère pas l'enfant. Là, en l'occurrence, les enfants placés, mais de manière générale, on ne considère pas l'enfant. J'aimerais vous raconter juste une petite anecdote qui m'est arrivée il y a moins d'un mois, pour vous dire à quel point on se trouve face à des administrations qui connaissent pas du tout le sujet. On était au ministère de l'Éducation, qui est quand même un gros ministère dans notre pays, qui a un gros portefeuille. Et puis, on leur a posé la question de quelle est la place des enfants placés au sein de votre ministère. Il y avait 10 adultes autour de la table. Personne n'avait l'air de savoir de quoi on parlait. Et je crois que c'est en cela un gros problème. Ne considérer la protection de l'enfance que sur le volet social et accompagnement de l'enfant placé est un gros problème. Ne pas avoir une vision transpartisane et surtout de tous les ministères est pour moi un des plus gros sujets qu'on a aujourd'hui sur la protection de l'enfance de manière globale. Et puis il y a aussi cet aspect de l'enfant, on l'écoute que pour s'en émouvoir.
on l'écoute que, et c'est un peu le gros problème, et je crois que, pardon, mais j'aspire déjà aux questions suivantes, mais c'est un peu le gros problème qu'on a avec les enfants placés, c'est que nous, c'est bien, vous nous écoutez, on peut faire de la peine, même si c'est pas notre but, et nous, on raconte un peu notre parcours, on le raconte pour que la société de manière générale et les décideurs publics puissent en prendre compte, mais la réalité, c'est qu'on est oublié au bout de 2-3 jours. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'était pas le but. Le but, c'était de prendre en compte nos revendications. Et c'est une grosse problématique parce que l'enfant va l'écouter pour lui dire « ça va aller ». Et je crois qu'en fait, même à l'âge adulte, on continue de faire ce même système avec les enfants placés sans considérer qu'en fait, là, on est face à une grosse problématique qui est celle de prendre en compte ces politiques-là. Et je finirai par dire qu'on se targue, et j'espère qu'on le restera, à dire qu'on est un pays des droits de l'homme. Pour autant, on n'est pas un pays des droits de l'enfant. Et pour autant, on a été signataire d'une convention en ce sens. Et c'est un gros problème. Donc je pense qu'il est important de prendre en conscience, et ce genre de lieu est fait pour. Donc voilà, pour une première début de réponse. Merci Thomas. Moi, ce que j'aimerais souligner dans la continuité des interventions précédentes, c'est que la protection de l'enfance et les droits de l'enfant en général sont marqués par un très grand paradoxe, qui est que nous sommes capables, collectivement, de produire énormément d'intelligence, d'expertise. Vous-même, mesdames et messieurs les élus, on a des experts autour de cette table, on a des premiers concernés qui sont mobilisés. On a fait un décompte récemment à la CNAP, qui coordonne le mouvement des 400 000 dont je parlerai tout à l'heure. En comptant le dernier rapport qui sera publié demain, qui est celui d'Isabelle Santiago, depuis 2022, nous avons 23 rapports publics, plus de 1800 pages de recommandations et d'analyses, toutes très pertinentes, y compris celles du GEPSO. Et en comptant également les nombreuses propositions du rapport qui paraîtra demain, 490 préconisations pour la protection de l'enfance et les droits de l'enfant. Dans le même temps, on a un déficit d'action qui a été souligné par les interlocuteurs précédents, qui est particulièrement problématique, au sens où il n'y a pas de transformation de cette intelligence collective en actes, en réformes, qui pourraient aujourd'hui permettre de véritablement améliorer d'une part les droits de l'enfant, et de tous les enfants, et d'autre part les plus vulnérables d'entre eux, que sont les enfants protégés. Ça doit évidemment énormément nous inquiéter. Ça nous inquiète à la CNAP au sein de la dynamique que représente Florine ici, parce que c'est un mouvement politique très important pour soutenir les droits des enfants. Mais plus généralement, ça nous inquiète sur notre capacité politique d'action en tant qu'écosystème, en tant que lobby, on peut nous appeler comme on veut. C'est la raison pour laquelle, même si on est en quelque part un peu partie du problème, à la CNAP, on a produit un rapport sur les administrateurs ad hoc. On a produit un rapport sur le PEAD. On a produit des éléments avec le GEPSO sur les normes et taux d'encadrement. On a fait le travail. On n'arrive pas à transformer ça en acte. Donc nécessairement, nous, la question que ça nous a posée, c'est comment on sort de cette circonspection, comment on sort de cette forme de sidération devant l'inaction, et comment on agit différemment. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le mouvement des 400 000 dont je parlerai tout à l'heure. Je crois que quand on est si bien parti, il vaut mieux continuer. Du coup, ça rejoint parfaitement la première question que j'allais te poser. Comment la CNAP en est venue à lancer le mouvement des 400 000 ? Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui rend aujourd'hui, selon toi, nécessaire d'avoir une action que je pourrais qualifier dans la rue, en tout cas avec une mobilisation visible et dans l'espace public ? Donc sur les raisons de ce choix qui a été celui de la CNAP, que pour ceux d'entre vous qui la connaissent, est une fédération historique qui date de 1948, qui a toujours été dans une relation plutôt constructive avec les pouvoirs publics, qui n'a jamais pu être qualifiée de façon excessive de militante, même si on est tous militants évidemment, mais dans le sens peut-être un peu excessif du terme. On s'est rendu compte avec les constats que j'ai développés il y a un instant qu'effectivement il fallait qu'on change de dimension. Et là où, ça va peut-être vous surprendre, mais on a senti que tout le monde était prêt à changer de dimension, c'est lorsqu'on a décidé de lancer ce mouvement politique qui s'est traduit par une manifestation à Paris le 25 septembre dernier. On a commencé à demander aux uns et aux autres, dont le GEPSO, dont SOS Village d'Enfants, dont la Fondation de l'Enfance que je vois représenter ici, s'ils souhaitaient se rejoindre un mouvement qui viendrait manifester dans la rue. Entre début juin, mi-juin même, et la fin de l'été, donc une période qui est quand même pas souvent non plus propice à beaucoup d'actions, on a 70 organisations qui nous ont rejoints. Et on a pu organiser une manifestation
qui a quand même été assez importante et qui se répliquera le 15 mai prochain. Heureusement, la presse en fait l'écho, notamment dans le contexte actuel où on a beaucoup d'articles de presse qui parlent de la protection de l'enfance, dans plusieurs villes de France. Donc voilà, on espère par cela arriver à quelle fin? D'une part, la protection de l'enfance aujourd'hui, effectivement, pour le grand public, elle est comprise essentiellement par le prisme du fait divers et des pauvres enfants. Et malheureusement, chaque situation qui est déplorée dans la presse quotidienne régionale est une situation horrible et très dramatique. Mais généralement, elle est malheureusement dans la rubrique des faits divers. Désolé, je répète des choses qui sont très connues de tous, mais c'est important de le dire. On a quand même besoin de franchir ce pas, de sortir du « ah, les pauvres enfants ». Et donc que les gens se rendent compte qu'on a une politique publique aujourd'hui qui est malmenée. Il n'y a pas de responsabilité individuelle, il y a énormément de responsabilité collective. Et la deuxième raison, c'est on se dit que si politiquement on est capable de faire de l'expertise, politiquement on doit aussi être capable de faire masse. Et donc pourquoi pas montrer qu'en fait on peut être nombreux dans la rue pour défendre les enfants. C'est possible. Alors ça va prendre du temps, parce qu'on n'a pas des années et des années de mobilisation, de militantisme derrière nous. On n'est pas un secteur qui s'est construit comme cela, mais c'est possible. Donc on essaye, on va voir ce que ça donne le 15 mai. J'espère qu'on sera très largement suivi dans les différentes villes de France où on sera représenté. Mais peut-être qu'on fera ce qu'on essaie de faire depuis des mois maintenant, des années pour certains d'entre nous, franchir le mur du son. Et enfin avoir un impact. Merci beaucoup Pierre-Alain. Tu disais à très juste titre qu'il y avait ce besoin de pouvoir du coup se faire mieux entendre, se faire mieux comprendre et de cette manière donc changer dans le prisme de l'action. Et du coup ça fait faire un lien avec du coup ce que vous avez voulu faire au niveau du comité de vigilance Rania. Très simplement, qu'est-ce qui a motivé donc initialement entre vous l'idée de créer, de monter ce comité de vigilance des anciens enfants placés et pourquoi, selon toi, et bon, je pense que tu feras l'écho à la voix globalement de tous ceux qui participent au comité, c'est si important d'avoir une place dans l'espace public de chacun d'entre vous et qu'on vous écoute, d'avoir la parole qui soit beaucoup plus entendue. Merci beaucoup pour la question qui est super pertinente. La naissance du comité, elle est venue du simple fait que ça faisait des années qu'on militait. En réalité, notre militantisme pour la protection de l'enfance et la parole des premiers concernés, il n'est pas arrivé avec la création du comité, mais qu'il était là depuis quelques années. On avait réussi à avoir quelques avancées. Encore une fois, on faisait du témoignage. On avait travaillé sur la loi de 2022, on avait fait pression, et puis ça faisait quelques temps qu'on mettait la pression, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, pour avoir une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et on a travaillé notamment avec les oubliés de la République en faisant le chaque pas compte. Donc on faisait marcher un sénateur, et je sais que certains élus ici, on en fait l'expérience, et certains députés à marcher avec un jeune pour être sensibilisés. Et on a réussi avec la niche des socialistes en décembre 2023 à avoir une commission d'enquête. Et on s'est dit qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter simplement là, qu'on ne peut pas juste avoir une commission d'enquête et on va la regarder se faire. Et que nous, l'idée du comité, c'était de se dire qu'on va faire une shadow commission, c'est-à-dire qu'on va se grapper, qu'on ne va pas les lâcher et qu'on va avoir les réponses que nous, on veut. Parce qu'encore une fois, moi, je suis convaincue, et je crois qu'autour de la table, nous le sommes tous, que des rapports, il y en a et beaucoup. En revanche, des réponses à nos questions sur des défaillances, ça, il me semble qu'on n'en a pas forcément eu. Et donc, c'est de cela qu'est né le comité, c'était de suivre la commission, et c'est ce qu'on a fait. Dissolution est arrivée, donc on a perdu cette commission, et on l'a reprise en octobre, mais on a quand même une petite victoire, parce qu'au moment de la niche socialiste, en décembre 2023, on n'avait pas eu tous les députés qui avaient voté pour cette commission. Et en fait, on arrivait en octobre, tous les députés, tout bord compris, avaient voté pour la reprise de cette commission. C'est que on a eu un vrai travail de vous ne pouvez pas ne pas prendre conscience de cette question. Et puis, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, qui a fait que le comité était obligé de naître. Dans ce champ de sensibilisation des élus, un jour, on a un élu à qui on présente ce que c'est les enfants placés, parce que je crois qu'on est encore dans un temps où il faut encore expliquer ce que c'est être un enfant placé. Et puis, il nous fait la réponse suivante, merci beaucoup, mais moi, je ne suis pas le spécialiste de cette question. Il n'aurait jamais osé
faire ça sur les violences, par exemple, faites aux femmes, à juste titre. Pour autant, il l'a fait sur les plus vulnérables de notre société. Et ça montre à quel point il y a encore du travail à faire. Et malheureusement, moi, je trouve cela triste qu'on doit encore éduquer nos élus sur la thématique. Donc, j'ai envie de dire que sur la protection de l'enfance, sur le comité, c'était une nécessité. Et le travail qu'on a fait avec le comité, ça a été sur 30 députés qui siégeaient au sein de la commission, c'est d'en choisir 10 et de ne pas les lâcher. Ça veut dire que chaque semaine, on leur envoyait des questions qu'on aurait aimé poser, et clairement on a fait pression, même si à la fin, que ce soit la présidente ou la rapporteuse, on s'entend globalement bien, mais on voulait que nos questions soient posées. Et en fait, à la fin de tout cela, on s'est rendu compte que chaque semaine, sans siéger au sein de cette commission, nos questions étaient posées. C'est-à-dire que les députés venaient et disaient « Bonjour, le comité de vigilance vous demande ». Et c'est en cela que le travail, pour nous en tout cas, a été fait. Et la deuxième partie, c'est qu'on a fait pression pour voir les bonnes personnes être auditionnées. Parce que concrètement, on s'en fout entre nous d'avoir les personnes qui vont nous dire ce que c'est la protection de l'enfance. Moi, je voulais que le président du département du Nord s'assoie et nous explique pourquoi on a eu des enfants placés, avec notamment le procès de Châteauroux, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui étaient placés sans agrément. Donc on avait besoin de réponses, et c'est en cela que le comité était pour nous la suite logique et un peu une obligation. Et encore une fois, c'était de se dire qu'on est des experts, qu'on est les premiers concernés, et ce qu'on a vécu ne relève pas que de l'émotion, ce qu'on a vécu relève du réel, et que le fait que moi, parce que je voulais faire des études, je me suis retrouvée à la rue à 18 ans, n'est pas lié juste à ma personne et parce que c'était une faute de trajectoire. C'est lié à, on est nombreux dans ce pays, qu'à chaque fois que vous nous avez parlé d'ascenseur social, qu'à chaque fois que vous nous avez parlé d'égalité des chances, le compte n'y était pas. Parce que les premiers concernés, nous, enfants de la République, enfants de Marianne, on n'était pas dans vos comptes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est en cela que... Pourquoi le comité? J'ai envie de dire que c'était une obligation pour nous et la suite logique de tout ce qu'on avait fait auparavant. Merci beaucoup, c'était très clair. Florine, du coup, j'ai une question par rapport à la place de l'enfant dans la société, même dans le débat public et surtout politique. On en a pu en parler avec la fameuse loi Attal notamment, mais plus globalement, comment toi, en tant que coordinatrice, donc notamment de la dynamique des droits de l'enfant, tu percevrais l'évolution de la place ou même la perception qui a pu évoluer de l'enfant dans la société et dans la manière même dont on constitue les politiques publiques? Est-ce qu'il y a une amélioration? Il y a plutôt une détérioration? Merci Thomas, vaste question. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on ne prend pas l'enfant dans sa globalité en compte dans la société. On prend l'enfant selon les situations dans lesquelles il se trouve, l'enfant placé, l'enfant accueilli, l'enfant élève, l'enfant délinquant, on l'évoquait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas cette vision globale de l'enfant dans la société qui, pour moi, permettrait, je suis un peu en boucle là-dessus, mais je pense qu'il permettrait aussi de résoudre pas mal de choses et de sortir de cette logique de silo. Par ailleurs, il y a un autre point, alors là, je fais un petit pas de côté par rapport à la crise de la protection de l'enfance, mais je trouve que ça représente bien la question que tu me poses aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je me questionne beaucoup sur le déploiement massif des No Kids Place. Vous avez dû en entendre parler, ces lieux interdits aux enfants, des hôtels interdits aux enfants, des places dans le train où les enfants ne sont pas les bienvenus. Et je me questionne, en fait, pour quelle autre catégorie de la population on oserait faire ça aujourd'hui? Des lieux interdits aux femmes, des lieux interdits aux personnes âgées, enfin, ça ne passerait pas. Et en fait, pour les enfants, ça passe et ça se développe de plus en plus. Donc, je trouve que cette question-là, en fait, ça montre aussi un peu la manière dont on considère les enfants dans la société. Voilà, j'ai l'impression que moi, en tout cas, on diminue un petit peu cette place qu'on veut leur accorder, bien que je me réjouisse que des initiatives, comme vous venez de le présenter, comme le comité de vigilance des enfants placés, et j'en pourrais en citer d'autres, comme le collège d'enfants du HCFEA. Anne, tu l'évoquais tout à l'heure, le collège qui est adossé au CNPE des enfants confiés se développe, et c'est très bien, il faut que ça continue. Il faut qu'on continue à laisser cette parole aux enfants, mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, voilà, la place qu'on veut laisser à l'enfant dans la société, de mon point de vue, régresse, et qu'il est plus que jamais essentiel aujourd'hui de changer de paradigme et de positionner l'enfant comme sujet de droit et comme citoyen à part entière, et le considérer dans la construction de l'ensemble des politiques publiques.
Merci beaucoup Florine. Alors j'ai d'autres questions à vous poser. Et après, je laisserai la parole surtout à celles et ceux qui sont dans la salle, notamment du coup par rapport à la mobilisation des 400 000. Mais il y avait un autre sujet qui était très intéressant que la CNAP a beaucoup travaillé, c'est la question du PEAD. Donc ça m'intéresserait beaucoup, Pierre-Alain, que tu puisses nous dire quels sont les travaux que vous avez pu mener sur ce sujet-là et à l'instar notamment de la mobilisation des 400 000, comment sur des sujets comme ça qui font consensus, on va dire, sur le terrain, il y a un rôle qui est joué par la CNAP de fédérer ou de venir amener la fédération des différentes aspirations et des différentes revendications d'autres acteurs que simplement la CNAP dans le secteur aujourd'hui. Sur la question du PEAD, on a commencé effectivement à avoir des alertes de nos associations gestionnaires qui, parce que avant les avis de la Cour de cassation, il y avait de nombreux territoires dans lesquels les départements, les juges, les associations s'accordaient sur le bénéfice de cette mesure. On a commencé à recevoir des alertes sur le fait que la Cour de cassation, effectivement, allait mettre le haut là, et qu'à partir de là, il allait avoir un problème, en réalité connu de tous depuis longtemps, de base juridique, d'une intervention qui est aujourd'hui malheureusement mal conçue. Là où moi je déplore véritablement le manque d'action, et ça fait écho aux propos d'Éric Delmar il y a quelques instants, malgré le fait que cette alerte ait été connue, nous n'avons pas eu de mouvement, nous n'avons pas eu d'administration, que ce soit la DGCS ou la PJJ, pour essayer préventivement de régler le problème. On a attendu que les dégâts soient causés pour se rendre compte que finalement, on allait devoir fermer en urgence des services, devoir relancer des appels à projets, des appels d'offres, en urgence basculer des situations qui étaient harmonieuses pour les enfants dont on s'occupait bien, y compris leur famille également, dans des mécanismes qui n'étaient pas adaptés pour eux, tout ça parce qu'on n'a pas été capable d'anticiper. Donc nous, là, ce qu'on a produit, c'est vraiment très vite une tentative de troisième voie juridique législative qui permette effectivement de dépasser le simple cadre de cette AMO renforcée, intensifiée, avec hébergement, parce que bon, effectivement, le jargon est catastrophique, mais ça, c'est un autre problème de la protection de l'enfance. Ce n'est pas que le problème de la protection de l'enfance, c'est le problème de beaucoup de champs de l'action sociale. Mais on a proposé cette troisième voie-là, et évidemment, on rendra c'est tout récent, et on rendra les élus destinataires de cette proposition. Mais c'est un exemple typique d'un manque d'action, parce qu'on n'a pas de moyens, Je peux vous dire que j'ai travaillé dans d'autres secteurs, des secteurs économiques notamment. Là, les administrations, notamment côté Bercy, lorsqu'il y a un problème qui commence à arriver, imaginons par exemple une élévation massive de barrières douanières en provenance des États-Unis, je peux vous garantir que le plan de l'administration était conçu depuis des semaines. On n'a pas attendu que ça nous tombe dessus pour savoir quoi faire. Malheureusement, dans ce pays, la protection de l'enfance, c'est un bureau à la DGCS, avec des fonctionnaires en partance tous les 6 mois, et la protection judiciaire de la jeunesse qui gère en priorité les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, et qui ne se préoccupe pas, comme le reste du ministère de la Justice, de l'édifice du droit. Et ça, c'est un énorme problème. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Alain. Rania, moi j'ai une bonne question aussi qu'elle m'a posée, c'est qu'au-delà de tout le shadow commission cabinet que vous avez mis en place, je crois quand même que vous avez aussi des propositions et on pourrait dire même des revendications que vous souhaitez partager dans le débat public. Est-ce que ce serait possible que tu nous en partages quelques-unes des éléments que vous avez pu travailler? Je crois que même vous avez sorti un ouvrage récemment. Oui, tout à fait. Notre fameux livret blanc, encore une fois, l'idée vient toujours du fait on dépasse le simple témoignage. On est des experts et on est là pour vous dire quoi faire, parce qu'a priori, vous n'avez pas su le faire. Vraiment, c'est le message. Juste avant de venir sur nos revendications, je veux vous raconter une petite histoire encore, moi, qui pour le coup m'a énervée, alors que ça fait quelques années quand même que je suis engagée sur la question. Nous, on s'est dit, vous nous dites qu'on n'a pas assez de données sur les enfants, etc. On va aller les chercher. Donc nous, on a un peu contacté tous les départements de France en leur disant bonjour, nous sommes le comité, nous sommes des anciens enfants placés, nous étions placés à peu près dans tous vos départements. Serait-il possible d'avoir des données sur nous, parce que nous n'avons rien. Alors il y a quelques départements bien volontaires qui ont bien voulu nous donner quelques informations. Puis pour les autres, on les a un peu forcés par un mécanisme qui s'appelle la CADA pour nous donner ces informations-là. Et puis on leur a dit si vous ne nous donnez pas, on ira devant le juge. Donc on espère que vous avez de l'argent en ces temps de coupe budgétaire. Et finalement, c'est tombé. On a eu plein d'informations sur les MNA, par exemple. On a eu plein d'informations sur les jeunes majeurs. Et puis dans la continuité un peu de notre pressing, on est allé voir l'IGAS, on leur a dit, nous on a eu une loi en 2022 qui interdisait les placements à l'hôtel. Le problème, c'est que le décret du ministère n'est jamais sorti jusqu'en 2024, c'est-à-dire 2 ans. Je veux bien croire à la lenteur administrative de notre pays. En revanche, mettre 2 ans pour sortir un décret, on ne comprend pas.
Et sous la pression, et je crois qu'ils en avaient marre de recevoir un mail par jour de notre part, ils nous ont fourni tous les éléments qui démontraient où ça a bloqué. Parce qu'en fait, on a eu plein de ministres qui sont passés au sein de la commission nous expliquant en fait, c'est pas de ma faute, c'est la faute à mon prédécesseur, enfin, c'est de la faute à un tel, non, mais en fait, c'est la faute à Adrien Taquet, non, mais en fait, c'est la faute à Madame Alayri. Nous, on a dit, on n'est pas là pour nommer des personnes, on veut juste comprendre, parce que, en fait, vous, là où vous n'avez pas fait votre travail, une petite jeune femme qui s'appelle Lily, de 14 ans, elle s'est suicidée, a trouvé la mort à Clermont-Ferrand dans un hôtel. Donc là où vous ne faites pas votre travail, il y a des vies en jeu et donc des vies qui n'en sont plus. Et je crois que Lily méritait de vivre. Et vous savez quoi, la réponse, c'est que l'IGAS nous répond, de notre côté, c'était favorable, et donc ils nous fournissent la note, que la commission d'enquête n'a pas réussi à mettre la main dessus, peut-être parce qu'elle ne l'a simplement pas demandé, parce que j'imagine que moi, simple citoyenne, créatrice d'un comité, mais qui a une valeur juridique peut-être une existence de 1 an, j'ai réussi à mettre la main sur un document, là où des députés ne l'ont pas fait. Et en fait, c'est en cela que c'est très problématique. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que l'IGAS avait dit « Ok, il faut sortir le décret ». Puis en fait, ce décret est parti sur un bureau et qu'il n'est jamais sorti. Et donc, ça montre que, juste au-delà des revendications, on peut avoir des revendications, on peut dire on veut ci, on veut ça. En fait, sortez juste les choses que vous mettez en place. C'est-à-dire, quand on sort une loi, on va au bout. Toute loi, et notamment en matière économique, voit des décrets sortir au bout de 1 mois, 2 mois. Donc, je pense qu'on peut légiférer, et à juste titre, et il y a des chances sur lesquelles légiférer, mais est-ce qu'on peut aller juste au bout des choses que nous faisons ? Et voilà, donc si je devais te dire une de nos revendications, c'est appliquons ce qu'on a mis en place, ça serait déjà un début, parce qu'en attendant, il y a des vies en jeu. C'est qu'en fait, à chaque fois que nous, notre manière de faire du militantisme, c'est que souvent, on crie, on met du cœur, mais parce qu'il s'agit de nos vies. Aujourd'hui, moi, je vous parle et je me suis présentée avec fierté en vous disant que je suis juriste, qu'aujourd'hui, je viens parler avec vous. Mais il y a 10 ans, je dormais dehors en dessous d'un banc d'université. C'est de cela qu'il faut prendre conscience. C'est que souvent, on crie, souvent, on a des revendications, souvent, on n'est pas content, mais à juste titre. Parce qu'en fait, des enfants comme moi qui réussissent, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on raconte autant notre histoire qu'on ne la raconte pas, parce qu'on se prend toujours le piège de « oui, mais regarde, toi, tu es là, aujourd'hui tu parles, demain tu seras avocate ». Mais non, en fait, les enfants comme moi finissent par mourir. Et des adultes responsables qui sont au pouvoir n'agissent pas. Donc, on peut faire des préconisations, et franchement, du droit à un enfant d'avoir un avocat à un accompagnement jusqu'à 25 ans, on en a dans nos revendications. Mais juste appliquons ce que nous avons déjà, je pense que ça sera déjà notre réussite pour cette année. Eh bien, Florine, dernière question, qui, après cette prise de parole très juste et très intéressante, pour revenir quand même sur la question des jeunes majeurs, puisque tu es aussi là au titre de la coordination de causes majeures. Pourquoi, selon toi, et même selon Cause Majeure en général, la question de la prise en charge des jeunes majeurs, c'est un enjeu aujourd'hui essentiel de la question de la protection de l'enfance, puisque là, on passe sur des gens qui sont majeurs, donc c'est vrai qu'il y a peut-être avoir un élément qui, de prime abord, peut paraître contradictoire, mais qu'est-ce qui fait que c'est si important aujourd'hui? Et après, on aura peu de temps, mais on essaiera de faire des questions-réponses. Merci Thomas. Donc au sein de Cause Majeure, en fait, on pense que c'est vraiment essentiel de continuer à accompagner les jeunes jusqu'à leur inclusion pleine et entière dans la société. D'ailleurs, on revendique de porter un projet d'accompagnement vers l'âge adulte avec un socle socio-éducatif stable et qui accompagne le jeune dans la durée. En effet, la collectivité a soutenu ces jeunes entre le moment où ils sont arrivés en protection de l'enfance jusqu'à la majorité, et du jour au lendemain, ou quelques jours après la majorité, on leur dit maintenant, débrouille-toi. En fait, quels parents feraient ça à ses enfants aujourd'hui? Et pourquoi on demande aux plus vulnérables aujourd'hui de faire plus vite et encore mieux que les autres? Je pense que Rania, vous avez tout résumé tout à l'heure dans votre prise de parole. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on est en train de travailler à Cause Majeure sur une étude qu'on rendra publique au mois de septembre prochain, justement sur les coûts évités de l'accompagnement des jeunes majeurs. Et on a démontré, en faisant nos recherches nous-mêmes, voilà, vous l'évoquiez sur les données, on a été les chercher nous-mêmes, et pour montrer qu'en fait, si on accompagne le jeune encore 1, 2, 3, 4, 5 ans de plus, alors c'est un coût sur l'instant T,
Mais en fait, on a démontré avec ces différentes recherches qu'à moyen et à long terme, c'est un gain, et un gain important pour la société. Et donc, je vous donnerai aussi rendez-vous au mois de septembre où on va pouvoir vous présenter ces chiffres étayés. Et on espère que ça va encourager le législateur à mettre en œuvre la loi, je vous rejoins totalement, puis dans un second temps, ou en même temps, et souhaitons-le, à aller plus loin pour accompagner ces jeunes dans la durée. Merci beaucoup. Comme le temps file à une vitesse folle, je crois malheureusement qu'on ne va pas avoir la possibilité de faire des questions-réponses. On pourra faire un temps après, si vous voulez, directement entre nous, mais pour laisser le temps à Éric de faire sa conclusion et même à Madame la sénatrice et à Monsieur le Président de pouvoir aussi faire un petit mot de remerciement à la fin, on fera ça plus tard. Éric, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci pour l'invitation, Madame la sénatrice. Merci, cher Julien, président du GEPSO. Je suis encore une fois heureux de participer et d'entendre à la fois ces experts d'expérience qui ont parlé, Emma et Rania, et puis tous les professionnels ou directeurs généraux, professionnels de terrain qui ont pris la parole et qui, encore une fois, vous ont fait part avec une réelle acuité de la réalité et des nombreux rapports qui ont été formulés. Voilà, en tant que vous savez que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, d'ailleurs la seule inscrite dans la Constitution, et elle veille au respect de nos libertés et de nos droits par les institutions. Et en tant que défenseur des enfants, j'ai pour mission de défendre l'intérêt supérieur des enfants conformément à nos engagements internationaux. Et la première chose que je souhaite dire, c'est qu'à partir des milliers d'instructions que nous traitons, ça a été dit ce soir, c'est clairement que la question de la protection de l'enfance, mais plus largement la vulnérabilité de l'enfance et le continuum des violences faites aux enfants a des incidences réelles sur tout ce qui a été dit et ce que Pierre-Alain a redit tout à l'heure, c'est-à-dire on sait, mais ça ne bouge pas. Et là, on est sur des enjeux de domination et de pouvoir qui sont, que je vais essayer de vous démontrer très rapidement. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que dans un contexte de dégradation de nos services publics, lorsque Jacques Toubon termine son mandat de défenseur des droits en 2020, 100 000 saisines, 100 000 instructions. 3 ans après, 140 000. 40 000 instructions en plus. On pourrait dire que le défenseur des droits est un peu plus connu, le défenseur des enfants également. C'est clairement par l'éloignement du service public, la dématérialisation qui fait que nos concitoyens ont comme recours totalement déshumanisés d'être envoyés à leur espace numérique. Voilà la réalité. Et derrière ça, il y a des familles. Vous avez des familles qui sont sur le sol français depuis de nombreuses années, qui ont un titre de séjour et qui, un mois avant l'échéance, vont l'avoir et vont être en sidération. Bien souvent, ils perdent leur emploi, ils perdent leur logement et les enfants perdent leur école et on fait un article 40 pour déscolarisation. Voilà la réalité aussi de violences faites à nos enfants dans notre dispositif. Alors, moi, je voulais rappeler, et ça a été dit aussi, les valeurs de l'inconditionnalité de l'accueil du service public du GEPSO, des missions d'accueil d'urgence 24 heures sur 24. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir aussi comment les établissements publics de protection de l'enfance sont aussi au cœur du cloisonnement des politiques publiques, puisque vous le savez, ils sont au service d'une politique départementale et la nuit, le week-end, ils basculent au service de l'État, puisqu'ils peuvent être interpellés par le procureur, par les forces de l'ordre, par l'hôpital, par la préfecture, pour accueillir, et heureusement, c'est la valeur de notre démocratie, les enfants les plus vulnérables. Et il n'est pas rare que ces établissements vont accueillir la nuit, à la demande du procureur, alors avec un article L223 ou un autre article d'urgence, un enfant qui était considéré comme majeur à 14 heures et qui est mineur à 22 heures, mais il fera jour demain, on verra. Voilà, donc voilà la réalité aussi du service public et je tenais à souligner aussi cette réalité. Alors, pour que les droits de l'enfant deviennent un sujet politique, il faut les rendre publics et on a commencé à le faire. On n'a jamais autant entendu parler des violences faites aux enfants dans les médias, de la conséquence sur leur développement, de leur nécessaire protection, de la libération de la parole d'anciens enfants. Les affaires se suivent, les commissions indépendantes font des propositions pour que les enfants n'aient plus besoin d'attendre d'être des anciens enfants pour enfin être entendus.
Malgré cette prise en compte médiatique, il y a cette distorsion totale d'appréciation entre les différents plans de lutte et la réalité de terrain qui a été décrite ce soir. Il y a une prise de conscience, certes, mais des actions et des moyens ne semblent pas suffisamment mis en œuvre pour beaucoup d'enfants. Alors, nous avons fait un certain nombre d'instructions, nous avons rendu une décision cadre qui ont été rappelées dans un certain nombre de rapports. Nous avons fait 3 ans d'instructions qui recommandent, bien entendu, l'engagement financier de l'État pour venir rééquilibrer les finances des départements, notamment avec les nouvelles contraintes financières des départements, mais aussi sur tout ce que vous connaissez sur je dirais, la prévention précoce, les 1000 premiers jours, l'enjeu du service public de la petite enfance, les violences scolaires. Je suis d'ailleurs assez enfin, j'ai envie de dire, nous avons une commission parlementaire à laquelle j'ai été entendu la semaine dernière sur les violences faites aux enfants à l'école. Et c'est bien la première fois depuis un moment où les enfants ne sont pas responsables de tous les maux et de toutes les violences faites à l'école, mais qu'il y a un enjeu autour, effectivement, de la considération des enseignants, des violences systémiques, des violences institutionnelles aussi dans l'école. Et encore une fois, on pénalise nos enfants. Alors, moi, à travers les instructions, je voudrais rappeler, alors ce sont des instructions dans tous les domaines de l'enfance, petite enfance, animation, éducation populaire, école, protection de l'enfance, justice pénale des mineurs, lutte contre les dérives sectaires, lutte contre toutes les formes d'exploitation et la traite des êtres humains notamment et la traite des enfants. D'abord, quand je parle de continuum de violence, c'est comment notre société, et on l'a vu avec les procès récents d'ailleurs, comment notre société sur les violences éducatives dites ordinaires, enfin je ne connais pas une violence qui soit éducative, mais c'est-à-dire au fond cette société qui ne reconnaît pas, et ça a été dit, Florine l'a rappelé, qui ne reconnaît pas l'enfant comme un sujet de droit. C'est-à-dire que vous iriez à la télé, enfin les personnalités iraient à la télé pour justifier qu'on peut frapper une personne âgée dans un EHPAD, au minimum on lui demanderait sa démission. On s'offusquerait même de quelqu'un qui irait dire à la télé justifier de la violence faite aux animaux. Mais on peut aller à la télé et dire qu'il faut frapper un enfant pour l'éduquer. Ça montre comment, au fond, notre société déculpabilise les adultes pour marquer le corps des enfants. Et qu'au prétexte que nous ferions 40 kg, 40 cm de plus, on peut donc employer la force. C'est-à-dire que c'est la méconnaissance totale, la non-reconnaissance de l'enfant sujet de droit comme un alter ego. Vous savez, un autre soi, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes droits humains que vous et moi, garantie par la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour la première fois est reconnu que les enfants deviennent détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance, mais un autre que soi, un autre différent, plus vulnérable, mais dont la différence n'est pas réductible à sa petite taille. Et ça, c'est un enjeu fondamental de changement de culture et pour lesquels les services publics, les différents codes, au fond, devraient montrer l'exemple, et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé que la loi de juillet 2019 sur les violences éducatives dites ordinaires, elle soit aussi intégrée dans tous les codes, que ce soit code d'action sociale et des familles, code de l'éducation, code de la santé, code du sport, etc. etc. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que, et ça a été dit, alors là, la méconnaissance totale de ce qu'est un adolescent dans notre société. Les adolescents, ils sont ni des petits adultes ni des grands enfants. Ce sont des êtres qui vont découvrir, dans une période relativement courte, un bouleversement de leur physique, de leurs émotions, devant affronter et apprivoiser leur impulsivité dans une société aujourd'hui frappée par la montée des intolérances, l'accentuation des clivages, les difficultés de s'écouter, dialoguer entre adultes. Et nos enfants, nos ados, en sont les témoins anxieux, parfois abasourdis, mais sans en maîtriser les leviers. Les ados ne sont ni plus ni moins que le reflet architectural de la société des 15 dernières années. Pour la première fois de l'histoire, les interactions humaines sont challengées par les interactions numériques. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas nos ados. Les ados sont donc le reflet de la société dans laquelle on les a plongés, une société de l'ici et maintenant, du tout connecté, qui favorise le narcissisme, qui ne tolère plus l'ennui et qui pourtant a la capacité de se retrouver avec soi-même. Une société qui ne supporte plus la prise de risque, qui invite même les professionnels à ne plus en prendre, et qui en même temps n'arrête pas de faire prendre des risques à nos enfants. Il suffit d'écouter la protection de l'enfance, il suffit d'écouter la Civis, il suffit d'écouter les enjeux autour du cyberharcèlement et des cyberviolences. Pour les réseaux sociaux, nos ados, enfin, le sommeil de nos ados devient un empêcheur, en fait, puisque c'est du temps pas disponible pour les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on considère de plus en plus nos enfants comme des individus et non pas comme des enfants, non pas comme des mineurs à protéger. Nous sommes en train d'envoyer aux parents une injonction paradoxale de dingue
Aimez vos enfants, mais pas leur enfance. Et je rappellerai, ça a été dit tout à l'heure, Anne l'a redit, les parlementaires l'ont dit, si la délinquance des ados, c'est une question d'ordre public, il faut rappeler que l'ordre public, c'est aussi des politiques publiques effectives censées protéger les enfants face à la détérioration de leur santé mentale, à l'augmentation des scarifications des jeunes filles et des garçons, l'augmentation des tentatives de suicide, à la lutte contre toutes les formes de violence. Tous ces enfants, ados, en attendent un dispositif de soins, un dispositif de protection d'une perspective. Donc évidemment que ce n'est pas de nouvelles lois dont nous avons besoin, mais de professionnels de la prévention, de l'éducation, du soin, de la protection de l'enfance, de la PJJ en nombre suffisant, de structures adaptées, quelles qu'elles soient, avec toute la latitude qui a été rappelée, toute l'ouverture qui a été rappelée ce soir, et des décisions de justice exécutées promptement. Rendez compte qu'on est dans un monde où aujourd'hui, alors bien sûr qu'il y a des choses positives, c'est évident, l'aide sociale à l'enfance sauve des enfants tous les jours, mais nous avons un dispositif aujourd'hui et des professionnels. Alors les professionnels, pour les côtoyer quasiment tous les jours, ils n'ont pas fait ces métiers pour gagner au loto, ils n'ont pas fait ces métiers pour dire, bon, on demande une compréhension des médias, mais ils l'ont fait pour le sens. Et là, il y a une perte de sens totale des métiers. Et ça, c'est un vrai enjeu, et je crois que beaucoup de professionnels ne comprennent plus leur propre organisation dans laquelle ils travaillent. Nous avons dans nos instructions, bien sûr, on a parlé des cloisonnements des politiques publiques, ARS, département, éducation nationale, etc., le médico-social, la PJJ, mais on a aussi beaucoup entendu des professionnels qui sont cloisonnés, clivés dans leur propre organisation. Nous avons vu un département, entre autres, où la polyvalence de secteur et l'aide sociale à l'enfance sont organisés à telle sorte qu'ils ne peuvent pas être connectés et savoir qu'ils suivent les mêmes familles, sauf à se croiser dans les domiciles ou dans des commissions d'aide à la décision, la manière dont on les appelle. Voilà, donc cette perte de sens, elle contribue à ce que beaucoup de jeunes professionnels, ils ont des convictions, mais ils n'ont plus envie, en fond. Ou alors ils ont envie de faire jouer l'enjeu des solidarités de manière autre. Alors, je crois qu'encore une fois, que si on considérait mieux notre société, dans notre société les enfants, on considérait mieux ceux qui s'en occupent. C'est une évidence. Il faut absolument, je ne sais pas ce que le rapport de parlementaire demain apportera, on verra les recommandations, mais s'il n'y a pas ce changement d'acculturation sur l'enjeu des dominations, quel qu'il soit, nous avons des enfants qui tous les jours sont humiliés. Tous les jours sont humiliés simplement parce qu'ils rentrent dans un service public où les gens ne sont pas formés ou n'ont pas le temps, ou simplement, encore une fois, parce que les enfants sont plus petits. On a des violences éducatives dites ordinaires qui sont, je dirais, le terreau de cette non-reconnaissance de l'enfant sujet de droit. Je crois qu'une société moderne comme la nôtre aurait beaucoup à gagner à considérer enfin les enfants comme des sujets de droit. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent avoir raison, ça veut simplement dire qu'il faut leur donner le courage de prendre la parole. Donnez les enfants. Vous vous rappelez tous des bébés. Si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il ne parlerait jamais. Et quand les enfants grandissent, il faut leur donner le courage de prendre la parole pour exprimer leurs droits, leurs envies, et pour aussi se protéger et protéger leurs camarades. Voilà. Le reste, ça a été dit, le reste est dans tous les rapports, dans le cumul des rapports, c'est la recommandation de la formation, des moyens, de la politique des moyens, du décloisonnement des politiques publiques, des expérimentations et des services publics et des services associatifs en bonne santé. Merci beaucoup Eric. On a quelques minutes pour faire le mot de la fin. Madame Canales, je vous laisse commencer et après Julien... On va clôturer, merci beaucoup. Moi, je peux prendre vraiment juste une seconde. Je n'avais pas prévu de conclure. Ce qui m'a marqué dans les dernières interventions, c'est le fait que nous sommes encore dans une période très enfantine du regard porté sur l'enfant. C'est ce que vous avez dit, Madame Pruchon et Madame Kissy, c'est-à-dire qu'on est très immature encore politiquement sur ce qui est donné à l'enfant. Et je rappelle juste que jusqu'en 87, on pensait que les bébés n'avaient pas mal. Et que tout ceci conduit à tout cela, vous l'avez dit également. Je rappelle aussi, ça fait écho à ce que vous avez dit, l'article 371-1 du Code civil qu'on utilise souvent, parce que nous, parlementaires, on a été élus locaux et souvent maires. Quand on marie des gens, les parents associeront l'enfant aux décisions qui les concernent selon ce degré de maturité. Ça, c'est quand on a des parents, des enfants. Qu'on ne soit pas capable d'appliquer au service public de la protection de l'enfance ce principe que l'on
afflige aux parents qui viennent se marier. Ça, c'est aussi quelque chose qui a fait écho et ce sont des mots qui résonnent. Et puis, j'ai une mission en ce moment sur la prévention. La prévention en santé, c'est 1% des dépenses de santé. Alors, la prévention dans la protection de l'enfance, je vous laisse imaginer, je pense que je n'ai même pas suffisamment de zéro derrière la virgule pour avoir de la part de services de l'État ce qui est donné et octroyé aujourd'hui en prévention. Et enfin, tout ce que vous faites, toutes vos actions de plaidoyer, M. Sartou le dit, l'acculturation à de nouvelles méthodes pour se faire entendre, le comité Les Oubliés de la République, le comité de vigilance, c'est en fait une façon de faire vivre notre démocratie sociale. La démocratie sociale qui doit ne pas compter que sur des élus et de la décision politique pour faire avancer, parce que ce n'est pas ce à quoi je crois. La démocratie sociale, c'est syndicats, associatifs, mouvements premiers concernés qui doivent prendre avec nous, pour nous, les bons chemins pour nous accompagner à prendre des décisions qui sont le reflet de notre société. Et moi, j'appelle à faire revivre cette démocratie sociale, et c'est par ces actions qu'on pourra remettre non plus des décisions verticales, mais des décisions politiques qui font sens avec la société à laquelle on aspire et avec les besoins qui sont exprimés à travers vos actions de plaidoyer en matière de protection de l'enfance, mais dans tous les autres domaines, l'écologie, etc. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges. Merci. Alors, au nom du GEPSO, je souhaiterais déjà vous remercier, cher Éric, chère Anne Devresse, Madame la sénatrice qui avait supporté l'événement avec votre consoeur, Madame Rossignol. Alors, on a entendu ce soir des paroles institutionnelles que vous avez tous pu porter, mais aussi, et je crois que c'était important, des paroles des associations représentatives des enfants confiés, et donc des enfants qui ont pu être confiés au cours de leur parcours de vie. Je crois que c'est un pas de géant pour sortir de cette écoute un petit peu misérabiliste qui a pu avoir cours pendant certainement trop longtemps dans le secteur. Et je crois, ça a été dit aussi par la CNAP, pouvoir nourrir un lobbying, une démarche de lobbying, de plaidoyer qui me rappelle un petit peu les courants représentatifs des minorités en Amérique du Nord avec la maxime « rien pour nous sans nous ». Et je crois que votre présence ici vient l'illustrer au plus haut point, parce que ça vient nourrir en fait une parole politique, parce qu'il y a en fait un autre pas à franchir qui est passer de la parole à la décision, à l'action, et c'est ce qu'on attend des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics par la suite, de pouvoir porter, construire un service public de l'enfance qui soit certainement modernisé, travailler aussi dans le sens de l'effectivité des droits des enfants. Alors en fait, par rapport à ça, moi j'ai entendu des professionnels parler de professionnalisme quand vous nous répondez humanité. J'ai entendu des professionnels parler d'autodétermination quand vous nous parlez de finalement libre choix, tout simplement. Et c'est finalement ce que disait aussi le défenseur des enfants, que de soutenir la parole des enfants, la parole de manière active des enfants dans le pays des droits de l'homme, un pays des droits de l'homme qui devrait aussi certainement plutôt parler aussi en complément et se considérer véritablement comme le pays des droits de l'enfant. Le GEPSO en fait un élément central de sa vie associative, un sujet central avec ses partenaires, parce que ce sont les partenaires, je crois qu'on n'aurait pas pu produire le rapport que vous avez sous les yeux. On en fait aussi un élément central de notre vie associative, et là je vais faire un petit peu la publicité des événements à venir pour l'association, puisque le GEPSO organise comme tous les 2 ans, ces assises nationales des établissements publics de la protection de l'enfance qui auront lieu à Nancy les 4 et 5 décembre prochains. Voilà, et vous y êtes tous cordialement invités. Je vous remercie beaucoup.